le plaisir est pour nous de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine ActuBuzz qui va revenir sur l'actualité en République démocratique du Congo. On va parler au cours de cette émission de ces déplacements du président de la République, Félix Tshisekedi, qui, après avoir passé près de 3 semaines en dehors de la République démocratique du Congo, le président est passé par la Belgique, les États-Unis, puis le Vatican, avant d'atterrir ici à Kinshasa le dimanche 6 octobre dernier. Puis il s'est envolé à Bukavu, où le président a tenu un meeting populaire dans lequel il a promu, disons, la sécurité à nos compatriotes de l'Est de la République, même au prix de sa vie. Le président doit aussi inaugurer un centre agricole en présence de Kabila, le président qui annonce qu'il fera de l'agriculture son domaine de création d'emplois. On va aussi au cours de cette émission faire les points sur cette sortie médiatique très musclée de Martin Fayulu dans les ondes, disons sur les ondes des Top Congo FM. Martin Fayulu qui estime toujours que Félix Tshisekedi n'est pas pleinement président de la République, c'est plutôt Joseph Kabila qui a la plénitude du pouvoir, c'est lui qui contrôle tout, c'est lui qui gère tout et c'est lui qui commande tout. On va tenter d'en parler au cours de cette émission, mais aussi de cette création de Monseigneur Ambongo comme cardinal. L'événement a eu lieu le week-end passé, le président a été présent, plusieurs personnalités de l'opposition et même du pouvoir étaient présentes également. Et puis on va chuter avec cette marche annoncée par les CLC, Comité laïque de coordination, le CLC qui a contribué aussi à l'alternance. Il annonce une marche pour le 19 octobre prochain pour réclamer, ou voir clair concernant les 15 millions de dollars et puis exiger le départ des juges de la Cour constitutionnelle. Et pour parler de tous ces sujets, nous recevons sur ces plateaux un habitué de cette émission. Lui, c'est Maître Bazin Pembe, coordonnateur de la dynamique Le Changement, c'est maintenant. Maître Bazin Pembe, bonjour et bienvenue. Bonjour Hervé et merci pour l'invitation. Comment se porte la dynamique Le Changement, c'est maintenant? Oui, ça va très bien. Comme nous l'avons dit l'autre fois, nous avons des réunions sur le terrain et nous avons aussi des contacts avec nos amis qui sont à l'intérieur de la ville. Et ils nous appellent et ils nous font rapport des activités qu'ils font aussi à l'intérieur de la ville. Je pense que les moments opportuns, nous allons aussi vous approcher pour palper avec vos caméras les activités que la dynamique est en train de faire sur le terrain. Nous allons répondre au présent. Oui, nous n'allons pas rester que dans les promesses. Nous allons vous inviter à venir aussi participer, voir aussi l'engouement qu'il y a dans les chefs de certains qui nous font confiance et voir comment nous sommes en train de vivre pour le changement et pour la bonne marche et l'émergence aussi de la jeunesse dans ce monde politique. Est-ce que la dynamique Le Changement, c'est maintenant, c'est un parti politique, c'est une ONG, c'est une structure rattachée à la société civile, c'est un mouvement citoyen où on doit situer votre dynamique? Oui, c'est une bonne question. Nous sommes une structure politique attachée, comme vous nous présentez, au cash. Nous l'avons dit ici que pendant les élections, nous avons soutenu un candidat, mais après cela, nous avons compris qu'on avait tous souci de l'alternance dans les pays. C'est pourquoi nous avons opté pour soutenir les institutions en place et soutenir aussi les présidents de la République avec ses actions. Je l'ai toujours dit, je n'ai pas honte de le dire, que lorsque nous étions à la période électorale, nous avons soutenu la vision de M. Fayulu. Et parce que tous nous étions au rassemblement, on a compris que Félix Tshisekedi, c'est lui qui était notre patron au sein du rassemblement et que c'est lui qui avait gagné les élections. Et c'était automatique que nous puissions changer les camps, soutenir l'idée parce qu'il avait la vision, une vision concernant le changement et une vision concernant tourner vers le peuple avec ces slogans ici, le peuple d'abord. Donc c'est au moins ça, la dynamique évolue et pour ceux qui vont nous suivre dans vos micros, s'ils veulent adhérer, les moments portés comme nous l'avons toujours fait à la fin de l'émission, on va donner nos numéros pour avoir des adhésions, ceux qui seront convertis ou ceux qui seront ravis de notre
plan d'action ou bien nos statuts et nos règlements de l'intérieur. Vous dites que pendant la période électorale ou préélectorale, vous avez soutenu la candidature de Martin Fayulu. Puis après, les verdicts rendus par la CENI et la Cour constitutionnelle, vous avez fait volte-face pour soutenir désormais Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qui a changé entre les deux hommes? Est-ce que la dynamique, les changements, c'est maintenant, ce n'est pas comme tous ces mouvements qu'on a vus par le passé, quand Kabila réunit encore les associations, je ne sais pas moi, les jeunes kabylistes et tout ça. Est-ce que votre dynamique, n'est-ce pas une plateforme ou quelque chose de budgétivore qui vise seulement à tirer les profits de la part du président de la République, aussi longtemps que vous vous êtes rendu compte que Fayulu va rester dans l'opposition et dans l'opposition il n'y a rien? Oui, nous avons combattu Kabila avec conviction parce qu'on a compris que Kabila n'avait pas les soucis là de lâcher le pouvoir. Nous avons combattu Kabila et nous avons accepté la souffrance et nous avons accepté des prisons, nous avons accepté des intimidations. Et maintenant là que nous avons le pouvoir, on peut que se réjouir de ces pouvoirs que nous avons combattus. On peut que se réjouir. Et c'est tout à fait normal aussi que les autres qui aujourd'hui qui ne sont pas d'avis avec les actes que le président de la République est en train de poser, qui puissent aussi s'adhérer dans les camps de l'opposition. Parce qu'on doit aussi comprendre que dans un pays, il n'y a pas que les pouvoirs, il y a aussi l'opposition, une opposition républicaine est reconnue sur le plan constitutionnel. Si Fayulu doit se lancer dans la logique d'être un opposant de manière officielle, c'est des droits. J'ai suivi aussi le président de la République qui est revenu là-dessus lorsqu'il était au Vatican. On l'a posé plusieurs questionnements là-dessus. Il a dit qu'il veut une opposition organisée. À chaque fois qu'il y a un problème, il doit avoir un interlocuteur en face de l'opposition qui doit émettre les avis, qui doit émettre des suggestions pour que les pays avancent. Il veut une opposition, cette opposition-là qui va contrôler les pouvoirs en place avec des suggestions, avec les amendements au niveau de l'Assemblée, même au niveau de la présidence. Donc, vous sentez que c'est un président ouvert qui a cette idée-là de la démocratie en tête. Mais maintenant, il y a un problème très sérieux dans le chef de nos amis de l'opposition qui ne semblent pas s'organiser. Ils sont en train de dormir. Je pense que c'est un problème qui va créer des couacs, qui prennent, qui laissent. Je pense qu'ils vont raisonner des voix des majorités. Et ils vont étudier des mécanismes pour chercher qui voter par des manières transparentes pour que cette opposition soit organisée. Voilà, on va parler actualité, Maître Bazen, l'actualité qui reste dominée par ces déplacements du président de la République à Bukavu. Mais d'abord, avant de parler de ces déplacements, le président revient d'une tournée euro-américaine. S'il vous était demandé d'évaluer cette tournée, est-ce qu'on peut dire que cette tournée a eu un impact positif dans la politique congolaise ou sur les vécus quotidiens des Congolais? Vous savez, Hervé, on ne peut pas se réclamer un pays souverain si nous n'avons pas des contacts avec le monde extérieur. Les pays aujourd'hui sont devenus, comment je peux dire, les pays aujourd'hui sont devenus ouverts. Certains pays sont devenus aujourd'hui ouverts vis-à-vis des autres pays. Donc c'était des droits que le président de la République puisse aller encore organiser notre diplomatie qui était presque saucissonnée avec les régimes de M. Kabila. Mais aujourd'hui, sur le plan diplomatique, on est sans sentiment, on est calé. Et nous avons aujourd'hui des relations bon fixes avec le monde extérieur. Donc il faut d'abord remercier le président de la République pour cette initiative. Laissez-moi vous dire que les tournées du chef de l'État nous ont su rapporter beaucoup sur le plan sécuritaire, sur le plan social, voudrais-je dire. Et aujourd'hui, vous avez la Banque mondiale et vous avez aujourd'hui certains partenaires donc, qui s'activent pour venir investir en République démocratique du Congo. Et je vais chuter pour vous dire que nous avons tous suivi la Banque mondiale avec ses financements d'1 milliard, si je ne me trompe pas les chiffres, pour soutenir ces secteurs ici d'enseignement primaire qui est aujourd'hui presque gratuit conformément à la Constitution et élevé aussi réalisé par le président de la République. Donc moi je peux dire que c'était un pari gagné pour le président de la République, et bien même qu'il y a certains Congolais qui sont encore sceptiques là-dessus, mais moi je suis fier et je peux que l'encourager, amorcer encore les démarches,
parce qu'aujourd'hui, au niveau de la sous-région, nous sommes en bon terme avec nos amis de l'Angola, Rwanda, Burundi, et que sais-je encore. Donc, c'était un pari gagné, si on peut le dire ainsi. C'était un pari gagné pour le président de la République et pour la République démocratique du Congo aussi. Voilà, le président a atterri à Bukavu, puis il a tenu un meeting populaire, quelque chose qu'on n'avait plus vu depuis un moment donné. Est-ce qu'on peut dire que le président est vraiment soucieux d'être en contact permanent avec sa population? Oui, il est soucieux de sa population. C'est un président qui veut, à chaque fois qu'il a un problème, communiquer avec la base. Il y a un élément important que j'ai oublié. Vous savez, lorsque le président de la République s'est déplacé aux États-Unis, il n'est pas allé seul. Il a compris qu'il y a aussi certaines provinces qui ont aujourd'hui des problèmes, qui quittaient la guerre. Il y a eu les Kasaï, il y a eu Sud Kivu, il y a aussi d'autres provinces. Il y a certains gouverneurs que le président a amenés avec lui pour aller renouer aussi, prendre aussi des contacts avec certains bailleurs de fonds. Donc, c'est quelque chose qu'il faut remercier. Il a quitté, il a fini avec l'Europe. Aujourd'hui, il est à l'est du pays. Nous l'avons tous suivi. Sa télé sur le plan sécuritaire, il a dit tout haut qu'aujourd'hui, nous avons un problème. Nous sommes enviés par le monde extérieur. Ce sont nos minéraux et la richesse que nous avons, qui font aujourd'hui à ce que les gens puissent nous envier, nous créer des problèmes, des guerres de gauche à droite. Maintenant, bien sûr que nous avons nos minéraux. Maintenant, j'aimerais tourner un regard aussi vers l'agriculture. Et parce que c'est un secteur aussi qui produit beaucoup. C'est un secteur aussi qui va donner aussi de l'emploi aux Congolais. Et je pense que vous serez aussi, de mon avis, que l'Est du pays est aujourd'hui, comme le président de la République l'a dit, capable de nourrir même la République démocratique du Congo. Donc c'était normal qu'un chef de l'État qui veut entendre les soucis de sa base communier avec cette base dans une joie parfaite. Et aujourd'hui, il y a cette phrase ici qui fait un peu toller lorsque le président a dit qu'il est prêt à mourir pour la paix. Oui, c'est là... C'est là que j'allais venir, le président oui. qui assure à la population qu'il va leur donner la paix et la sécurité, même au prix de sa vie. Est-ce que ce n'est pas une promesse de trop de la part du président? Déjà, lui qui a promis de faire déplacer l'état-major des FARDC vers l'est de la République démocratique du Congo, chose qui n'a jamais été faite jusqu'à ce jour, et le président qui va encore, pour la énième fois, promettre la paix et la sécurité à nos compatriotes de l'Est. Est-ce que ce n'est pas une promesse de trop de la part du président? Hervé, je peux avoir ce courage-là de le dire qu'aujourd'hui, bien sûr que nous avons un problème sérieux à l'est du pays, mais il y a les avancées sur le plan sécuritaire. Il y a les avancées. Pourquoi je le dis? Parce qu'aujourd'hui, depuis que Félix est au pouvoir, vous sentez que, bien sûr qu'il y a des couacs, il y a des tueries, tout le temps que vous sentez qu'il y a une diminution de tous ces actes-là. Et ce n'est pas de trop lorsque le président de la République dit qu'il est prêt à se donner pour la paix à l'est du pays. C'est-à-dire, il a voulu dire qu'il est déterminé. N'est-ce pas de la simple communication? Il est déterminé, non, ce n'est pas de la simple communication. Il est président de la République et est très déterminé pour rétablir l'autorité de l'État à l'est du pays. Il est déterminé pour ramener la paix et une paix effective à l'est du pays. Et vous serez de mon opinion, Tété, Hervé, que lorsqu'un président de la République prend son courage pour prononcer des paroles pareilles, donc c'est-à-dire il a reçu une information que non, il faut aller maintenant par des voies dures, il faut aller maintenant par des déclarations dures pour dire à l'ennemi, nous ne vous laisserons pas le temps. Nous ne vous laisserons pas le temps, nous sommes maintenant déterminés pour que la paix revienne à l'est du pays. Et moi, j'ai beaucoup aimé les phrases qui sont sorties de la bouche du président. Comme je l'ai toujours dit, ça c'est un courage de responsabilité qu'a aujourd'hui Félix Tshisekedi pour amener ce peuple congolais à une destination fiable où il y a la paix, où il n'y a plus encore l'insécurité, où les Congolais vont se sentir à l'aise dans son territoire national. Donc, moi, j'aimerais encore demander aux Congolais et ceux qui nous suivent à travers le monde de continuer énormément à faire confiance au président de la République parce qu'il a une détermination pour
changer ces pays qui ont longtemps souffert. Donc ce ne sont pas des slogans et il n'a pas appelé les pays, il n'a pas appelé nos frères de l'Est à cette histoire de la sécurité, il a parlé aussi de l'agriculture. Donc il a appelé nos frères de l'Est à cultiver, à entrer dans les champs, parce que là aussi, il y a un intérêt aussi énorme là-dessus. Vous estimez que les propos du président ne sont pas que des simples slogans, mais ce sont des choses qu'il va réaliser. Alors, question, Maître Bazin, qu'est-ce qui manque aujourd'hui au président de la République pour réaliser sa promesse de campagne consistant à faire déplacer l'état-major des FARDC vers l'Est de la République démocratique du Congo? Si réellement ces propos ne sont pas que des simples slogans. Chers amis, vous savez, on ne blague pas avec la sécurité. Et surtout que lorsque vous savez que vous avez l'ennemi en face de vous. Ce n'est pas un secret de polichinelle. Nous avons aujourd'hui les terroristes qui sont à l'est du pays. Et pour affronter un terroriste, c'est mieux de vous mûrir d'une armée forte. Donc c'est tout à fait normal que le président de la République, dans sa détermination... Vous confirmez sur ces plateaux qu'à l'est de la République, ce sont des terroristes qui opèrent? Oui, le président l'a dit maintes fois. Il a dit que ce sont les ADF, les FDLR aujourd'hui, ce sont les terroristes qui sont en train d'opérer à l'est du pays. Ça, ce n'est pas un secret de polichinelle. Donc, on doit se préparer, mûrir bien l'armée. Et lorsque les terroristes opèrent, on ne peut pas déplacer l'état-major de votre... Non, cette histoire d'état-major, je venais déjà là-dessus pour vous donner une réponse réelle, Hervé. Le président l'a dit et il est en train de concrétiser ses vœux. Il n'y a pas un mois, j'ai suivi le chef d'état-major déclarer qu'il est en train de se préparer pour déplacer l'état-major à l'est du pays. Donc, donnons le temps au temps. Avec la sécurité, on ne blague pas. Donc, même si nous voulons aujourd'hui déplacer l'état-major à l'est du pays, on ne doit pas faire ça, informer même nos ennemis. Ce sont les choses qui se préparent en coulisses. Et d'un coup, on va informer l'opinion pour que l'opinion sache que maintenant l'état-major est à l'est du pays. Donc, mais ce qui est important d'abord, c'est la volonté majeure qu'il y a dans les chefs du président de la République pour que la paix revienne à l'est du pays. Le déplacement de l'état-major, c'est dans le panier du chef, mais donnons autant au président de la République et au chef de l'état-major pour que la paix revienne à l'est du pays. Et pour qu'il y ait aussi l'effectivité de l'état-major à l'est du pays. Voilà, il est également prévu, toujours dans les séjours du président de la République à Bukavu, l'inauguration du centre agricole. Est-ce qu'on peut dire que le président a compris maintenant qu'il faudrait diversifier l'économie congolaise? Il veut maintenant faire de l'agriculture, je dirais, un point fort pour faire décoller aussi les pays? C'est une initiative qu'il faut encourager énormément parce qu'on ne doit pas s'atteler aux minéraux que nous avons. On doit aussi diversifier aussi les réseaux, on doit aussi diversifier les paramètres pour donner aussi de l'emploi aux Congolais. Et vous savez, ce centre-là, c'est un deuxième centre en Afrique, selon les informations que j'ai entendues. Donc, c'est quelque chose aussi de bon pour nous et pour nos frères qui sont à l'est du pays. C'est que beaucoup seront embauchés pour y travailler là-dessus. Donc, il faut encourager cette offre, il faut encourager l'initiative et il faut aussi demander aussi au président de la République de multiplier aussi les genres de centres parce que nous n'avons pas que l'est du pays, on n'a pas que Bukavu, nous avons Lumbashi, nous avons aussi les Kasaï, nous avons aussi les Bas-Congo, nous avons plusieurs provinces. Si on peut aussi réfléchir aussi à installer aussi tous ces centres agricoles, ça va aider la République. Vous savez, cette histoire ici de Bukangalonzo, nous avons salué l'idée, mais on a compris que c'était une pire escroquerie que les gens du régime de Kabila s'étaient livrés pour détourner l'argent de la République. Donc moi, je conseillerais aussi à nos amis qui sont en train de gérer ces centres-là agricoles de l'Est, de bien gérer comme des pères de famille pour que nous ne puissions pas aussi revivre cette histoire ici de Bukangalonzo. Voilà, on va prendre les deuxièmes points de cette émission. Parlons de cette sortie médiatique musclée de Martin Fayulu. Martin Fayulu qui, jusqu'à ce jour, pense que c'est toujours Kabila
qui dirige, c'est toujours Kabila qui gère, c'est Kabila qui fait tout. Fachi n'est qu'une marionnette, Fachi n'est qu'un numéro. Je vais essayer de lire quelques phrases de Martin Fayoulou lors de son interview accordée à Top Congo. Fayoulou qui dit: je vous dis que c'est Kabila qui exerce les pouvoirs. Félix est un numéro qu'on a placé pour travailler à la place de Kabila. La preuve, il passe partout pour aller demander aux pays qui ont sanctionné Kabila et les autres kabilistes de libérer ces gens-là, d'arrêter avec les sanctions. Donc, il travaille pour Kabila. Est-ce que, Maître Bazin, à entendre ces propos de Martin Fayoulou et au regard de tout ce qui se passe, est-ce qu'on peut dire que Kabila continue toujours à régner? Cher ami, aujourd'hui, la situation a totalement évolué au pays. Nous ne sommes plus encore à la période électorale où Martin devait encore s'atteler sur cette histoire ici de la victoire, de ceci, de cela. Moi, je suis en train de comprendre que je suis en face d'un Martin Fayoulou qui a du mal à reconnaître les actes, certains actes aujourd'hui palpables que Félix est en train de poser sur le terrain. Mais pour s'accrocher, pour qu'il soit entendu auprès de certains partenaires qui continuent à les soutenir, il faut aller toujours sur cette histoire ici de la victoire. Nous avons parlé tout à l'heure là de la diplomatie, nous avons parlé des tournées des présidents Félix. Est-ce que vous avez dit le président Félix voyager avec M. Kabila? Est-ce que vous avez vu Kabila dans la suite du président Félix? Dans les contacts que le président Félix avait avec l'FMI, avec aujourd'hui la Belgique, avec les États-Unis. Il a dîné même avec certains, aujourd'hui, présidents, je peux prendre et parler des présidents des États-Unis d'Amérique. Est-ce que vous avez vu Kabila dans la suite du président Félix? Donc moi je comprends que M. Martin est en train de chercher aujourd'hui comment s'attirer encore l'opinion. Il a compris que aborder sur l'enseignement aujourd'hui, que le président Félix a concrétisé, le vœu constitutionnel, aborder aujourd'hui cette histoire ici des chemins d'Enzela dans la ville de Kinshasa, aborder aujourd'hui cette histoire ici des budgets, il ne sera pas entendu par la population. Il faut revenir sur cette histoire ici des élections. Donc Kabila reste le sénateur à vie, comme le confie la Constitution. Actuellement, c'est le président Félix qui engage la République démocratique du Congo, pas M. Kabila. Je vous donne un fait, Maître Bazin. Le président de la République, Fachi, signe une ordonnance nommant à la SNCC et à la GECAMIN des mandataires. La ministre de la Portefeuille, Mme Wevin Mumba, je crois, refuse d'exécuter cette ordonnance. Jusqu'à ce jour, ces gens n'ont jamais pris leur fonction. N'est-ce pas une preuve de plus que c'est Kabila c'est Kabila qui continue à avoir la même mise sur les institutions de la République? Et Hervé, à plusieurs émissions que nous avons eues avec vous ici, j'ai répondu sur cette histoire-là. Je ne vais plus encore revenir là-dessus, mais je peux revenir sur l'aspect Kabila. Je ne sais pas comment les Congolais aujourd'hui veulent donner l'ampleur à ces noms ici que nous avons entendus, à ces noms ici qui nous a menés à des souffrances terribles, les noms de Kabila. Comment Martin Fayoulou veut encore donner, au lieu de laisser l'image de Kabila, l'ombre de Kabila partir, mais lui veut faire revenir Kabila au pouvoir, alors Kabila n'est pas au pouvoir. Donc moi, je ne vois pas Kabila gérer ces pays, gérer les institutions des pays. Je suis en train de voir Félix Tshisekedi gérer les pays parce que c'est lui qui engage la République démocratique du Congo. Vous avez vu, il y a une cérémonie à l'est du pays, à l'inauguration de ces centres agricoles ici. Kabila est les invités, comme les autres présidents honoraires. Il est assis à la tribune et c'est le président Félix qui est entré. Lorsque Tshisekedi est entré, Kabila s'est tenu debout pour saluer Tshisekedi parce qu'il reconnaît en Tshisekedi le président de la République. Mais comment Fayoulou doit revenir sur cet aspect? Donc moi je comprends que je ne vais pas conclure que je trouve de la mauvaise foi, de la haine dans les chefs de M. Martin. Mais je me réserve, mais je suis en train de comprendre qu'il doit se réserver aussi en rapport avec certaines choses. Selon vous, Martin Fayoulou a de la haine vis-à-vis du président de la République? Oui, je peux conclure que non, je trouve que non, Fayoulou a de la haine. Il a de la haine
il a un problème sérieux, que, personnel avec le président Félix. Est-ce que être contre la politique menée par une personne et avoir de la haine vis-à-vis de cette personne, est-ce que, n'est-ce pas que vous vous lancez, ou soit vous dites un langage de trop? Non, ce n'est pas un langage de trop. Ce n'est pas un langage de trop parce que je vous ai dit ici que la Constitution est claire en ce qui concerne l'opposition. L'opposition doit s'organiser. Et le président de la République est clair là-dessus, qu'il est prêt à organiser l'opposition pour que l'opposition contrôle effectivement les pouvoirs en place. Et que l'opposition doit s'organiser, qu'il doit avoir un interlocuteur en face de lui qui va commencer à chaque fois poser les problèmes de l'opposition. Ça, c'est constitutionnel. Mais lorsque Fayoulou revient sur cet aspect de la victoire, alors qu'il ne sait pas qu'il n'a pas gagné les élections, mais pourquoi? C'est pourquoi ils sont en train de qualifier ça de la haine. Pourquoi s'atteler là-dessus? Et lorsqu'il revient sur cette histoire ici des marionnettes, donc il a un problème personnel avec Tshisekedi. Donc il n'a pas un problème avec les institutions en place, il a un problème personnel avec Tshisekedi. Il doit se déclarer que non, je n'ai pas un problème avec les institutions en place, j'ai un problème avec l'individu Tshisekedi. Là, nous allons comprendre, nous allons changer les débats, mais s'il n'y parvient pas à lui-même se recadrer, nous pouvons que conclure que non, il a de la haine envers l'individu, l'individu président de la République Tshisekedi. Est-ce que le président de la République ne fait-il pas trop en allant demander la levée des sanctions contre les proches de Kabila, ces gens qui ont muselé l'opposition par le passé, ces gens qui ont confisqué la liberté des manifestations, ces gens qui ont, je dirais, ont étouffé même la liberté des pensées? Est-ce que le président ne fait-il pas trop? Le président de la République a demandé l'assouplissement de ces sanctions ici. Il a demandé que l'assouplissement, c'était une demande. Mais il revient à ces gens-là qui ont pris des mesures, des sanctions, à analyser sa demande. Mais pourquoi? Il ne s'est pas opposé, dit non, vous devez lever vos sanctions. Il a déjà demandé, il a posé un problème. Quitte à ces gens-là de répondre par négativité ou bien par positivité. Mais c'est à eux d'analyser. Moi, je n'ai pas les éléments de conviction qui ont poussé à l'Union européenne, aux États-Unis de prendre des sanctions envers certains patriotes. Mais ces gens-là, ils ont eu les éléments. S'ils trouvent que non, c'était en rapport avec les élections. Si c'était en rapport avec les droits de l'homme, c'est à eux d'analyser. S'ils trouvent que non, ils ont détruit certains principes universels des droits de l'homme, donc ces sanctions-là doivent demeurer. C'est à eux d'examiner, c'est à eux de revoir. Mais moi, je ne sais pas, je n'ai pas les éléments de conviction. Et puis surtout, il faut rappeler aussi aux gens que ce sont des sanctions psychologiques. Ça ne dérange à rien. Mais pourquoi? Attendons les moments opportuns. S'ils trouvent que non, maintenant, là, il y a une démocratie qui est en train de s'installer au pays, comme nous entendons à travers le monde, les gens félicités, les avancées sur le plan démocratique, sur le plan liberté d'expression, sur les droits de l'homme. Attendons les moments opportuns, ils vont lever les sanctions. Mais moi, je n'ai pas, comme le président de la République l'a dit, à fouiner là-dessus, comprendre pourquoi ces gens-là continuent encore à maintenir encore leurs sanctions dans les chefs des Congolais qui ont été sanctionnés. Pourquoi Kabila lui-même, chef de file de tous ces gens qui sont placés sous sanction aujourd'hui, je rappelle que Kabila lui-même n'a jamais été sanctionné, mais par contre, ce sont ses proches qui ont été sanctionnés. Mais pourquoi aujourd'hui Kabila lui-même ne peut pas prendre ce courage d'aller demander l'assouplissement ou la levée des sanctions contre ses proches? Mais c'est plutôt Fachi qui à l'époque opposant avait demandé d'ailleurs ou avait applaudi ces sanctions, qui aujourd'hui se porte, je ne sais pas moi, un médiateur pour aller demander l'assouplissement, soit la levée générale des sanctions contre ses proches de Kabila. Est-ce que c'est au nom de la coalition FCCH qu'il le fait ou, je ne sais pas moi, c'est parce que c'est au nom de son pouvoir ou le fait d'être président de la République qui lui pousse à aller un peu loin? Il ne le fait pas au nom de la coalition, il le fait comme étant président de la République, il le fait compte aussi tenu de certaines avancées sur le plan droit de l'homme, sur le plan de liberté d'expression qu'il a en possession de lui. Donc, moi, je ne vois pas en quoi Kabila peut aller réclamer l'assouplissement des sanctions de ces gens. En vertu de quoi? Il a quelle qualité maintenant pour
S'il le fait en tant que sénateur, je ne sais pas s'il peut avoir cette qualité-là, mais il va le faire en tant que qui? C'est lui qui a qualité de le faire, c'est le président Tshisekedi. C'est pourquoi il pose les problèmes de manière officielle. Il ne veut pas poser ces problèmes de manière officieuse, non. Il les fait de manière officielle pour dire à tous ces gens-là qu'il y avait un problème. Si vous les avez sanctionnés, c'était pour un problème des élections. Nous avons passé aux élections. Maintenant, là que les Congolais ont leur président de la République, vous pouvez assouplir toutes ces sanctions-là. Si vous les avez fait, c'est parce que ces gens-là avaient violé certains principes sur la liberté d'expression, sur les droits de l'homme. Ok. Mais laissons, comme je l'ai dit, le temps à ces gens-là d'analyser certaines demandes introduites par le président de la République. Et je vous rappelle aussi, ces gens-là individuellement, ils sont en train aussi d'introduire les demandes. Toutes ces structures-là vont examiner si ils trouvent que non, il y a un intérêt à lever les sanctions. Ils vont lever toutes ces sanctions-là. S'ils trouvent que non, il faut encore alourdir des sanctions, c'est à eux, libre à eux de revoir toutes ces choses-là. Donc moi, je n'ai pas à m'atteler là-dessus parce que je n'ai pas certains éléments qui ont permis à ces gens-là de sanctionner tous nos compatriotes ici qui ont été ciblés par les États-Unis et l'Union européenne. Voilà, Martin Fayulu poursuit en disant que Félix a blanchi Kabila de tous les péchés, tout ce qu'on reprochait à Kabila. Aujourd'hui, Félix dit qu'on doit l'oublier, on ne doit pas fouiner dans les passés de Kabila. Est-ce que selon vous, vous pensez ou vous partagez la vue de Martin Fayulu qui estime que Félix Tshisekedi d'aujourd'hui est en train de cautionner l'impunité qu'il a décriée hier tout en étant dans l'opposition? Oui, Hervé, aujourd'hui, les Congolais n'ont pas intérêt à trop s'atteler sur cette histoire ici de Kabila. Les Congolais aujourd'hui, vous serez d'avis avec moi que non, nous avons besoin d'avoir des boulots. Donc attendez-moi, je viens. Les Kapangala, les Mukendi, on doit oublier tous ces gens. Oui, Hervé, les Congolais ont besoin d'avoir des boulots. Nous avons besoin de voir la sécurité revenir à l'est du pays. Nous avons besoin de voir l'assiette des Congolais changer. Nous avons besoin d'avoir, les étudiants ont besoin d'avoir des bourses. Nous avons aujourd'hui besoin de voir nos enfants étudier avec cette histoire ici de gratuité. Si nous nous attelons sur Kabila, nous allons perdre tout ce que nous avons comme vision. Mais rien n'empêche à ces Congolais-là qui ont été victimisés, qui ont subi des préjudices à l'époque où Kabila dirigeait, par le fait de ses agents, bien ses acolytes, de saisir les instances judiciaires. Ça, c'est un droit inaliénable lorsque vous êtes préjudicié. Mais Franck, on vous a présenté le 16 septembre dernier les victimes des manifestations du 19 septembre 2016. Donc, dans tout ça... C'est à Franck Diongo, il a présenté tous ces gens-là. C'est à lui, s'il voit que ces gens-là ont amené des preuves, c'est à Franck Diongo de consulter les cabinets d'avocats et de saisir les instances judiciaires. Bien même qu'aujourd'hui, les Congolais se demandent, nous avons plusieurs enquêtes dans notre pays, nous avons plusieurs plaintes dans notre pays, mais qui n'aboutissent pas. Mais c'est à la personne des dirigeants d'aller forcer la main du procureur que j'ai introduit ma plainte. Je vais avoir une solution à ma plainte. Ne déposez pas la plainte, vous déposez, on vous acquise les réceptions, et là vous êtes chez vous, vous croisez les bras. Lorsque vous déposez la plainte, faites aussi la suivi de votre plainte, demandez au procureur, j'avais introduit ma requête, je vais avoir la suite de ma requête. Donc Kabila ne sera pas aujourd'hui blanchi par Félix Tshisekedi, parce que Félix Tshisekedi n'est pas la justice. Nous avons une justice dans ces pays. Nous avons séparation du pouvoir. Nous avons séparation du pouvoir. C'est que moi j'appelle l'autonomisation du pouvoir. Aujourd'hui, nous avons le pouvoir exécutif. Nous avons le pouvoir judiciaire. Aujourd'hui, laissons à la justice de faire son travail. Les gens qui ont des plaintes contre Kabila, nous avons des parquets. Nous avons aujourd'hui des tribunaux. Allez-y déposer et forcer la main du procureur que arrêtez Kabila. Nous avons des preuves. Tel émissaire de Kabila, vous serez aussi d'accord avec moi que dans ces pays, il n'y a pas 2 semaines, nous avons entendu un Congolais, un député, M. Jekoko Moulumba, avec son avocat, ils sont allés déposer une plainte contre M. Kalev Moutombe suite aux tortures que Jekoko a subies lorsqu'il était arrêté à l'ANER. Ça, c'est comme ça, c'est ce que nous nous encourageons. On ne peut pas étouffer quelqu'un qui a des éléments de droit,
les éléments de conviction à l'égard d'un tel monsieur qu'il avait puni, causé préjudice, torturé, de saisir les instances judiciaires. Donnons le temps à ces gens-là. Donc, Félix n'a pas droit, il n'a pas cette qualité-là d'interdire aux Congolais d'aller amener Kabila à la justice s'ils ont des preuves. On attend des signaux forts de sa part. Qu'est-ce que vous allez attendre du président de la République? Que le président puisse descendre à Mongafula, dire aux enfants de Mongafula, Ngayo, Naye, Bopé, ça va plainte, bientôt que le déposer contre Kabila dans la Cour constitutionnelle. Ne vous attendez pas de ça du président Félix, parce qu'il ne doit pas se substituer à la place de la justice. Est-ce que vous partagez l'avis de Georges Kapiambaye Akaj qui exige des poursuites contre Kabila? Vous savez, j'ai suivi cette histoire d'Akaj. Georges Kapiamba fait allusion à la Constitution dans l'article 99, alinéa 5. Kabila qui n'a jamais déclaré son patrimoine. Il n'avait pas déclaré son patrimoine. Depuis son départ du pouvoir. Et il est sorti, il n'a pas aussi déclaré, ça c'est des droits. On ne peut pas accepter qu'on viole la Constitution. Et malheureusement, la Constitution mais est laissez-moi aussi vous dire, Hervé, de l'état des droits. Hervé, laissez-moi aussi vous dire, cher ami, vous savez, il faut souhaiter à ce que la société civile existe dans un pays démocratique. Mais aujourd'hui, moi, je peux vous dire, je peux bosser ce ton-là, vous dire que la société civile aujourd'hui en République démocratique du Congo aura des difficultés pour travailler. Cette société civile risque de se transformer à un groupe de pression pour arnaquer certaines autorités. Vous savez, avec cette histoire aussi de 15 000, moi j'ai vu les gens de la société civile. Vous avez dit on doit en parler, on va en parler, s'acharner. Moi j'ai compris que les gens sont aujourd'hui, je peux m'hasarder de dire, ils sont en train d'arnaquer toutes ces autorités-là pour qu'ils trouvent au moins quelque chose de la part de ces autorités-là. Mais c'est aussi ça le rôle de la société civile, c'est à elle de contrôler aussi les pouvoirs, de faire aussi les contrepoids. C'est à la société civile de contrôler, de dénoncer. Mais lorsque cette société civile s'évertue à une société civile d'arnaque, là ce n'est plus encore le pouvoir. Donc les gens sont à la quête des billets des banques de Chop-Chop, comme l'a dit un ancien député. Lorsque la société civile dénonce et que la justice ne fait rien, et la société civile doit rester bouche bée. Vous savez, j'ai suivi la déclaration, je voulais, on peut en parler, oui, des CLC. J'ai suivi, il s'appelle encore comment, les messieurs qui allaient la déclaration. Le professeur Ndaiwel. Oui, Ndaiwel, c'est un frustré. Comment ça? Ndaiwel, c'est un frustré. Il ne fait pas de la politique? Ndaiwel, non, laissez-moi la politique active, disons. Ndaiwel a été dans cette histoire ici de l'AMP. Il n'a pas eu le pouvoir, il était dans cette histoire ici des dialogues de Kodjo. De vous affirmer sur ces plateaux que le professeur Isidore Ndaiwel a appartenu à la majorité présidentielle. Ndaiwel a travaillé, je l'ai dit et je le confirme, c'est un monsieur qui était dans cette histoire ici de AMP. Lorsqu'il y a eu les dialogues de Kodjo, Ndaiwel était aussi là. Je l'ai dit, c'est un frustré. Aujourd'hui, avec le régime Félix, il ne voit pas là où il peut entrer son nez. Il ne voit pas là où il peut se retrouver. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer les rebondissements. Laissez-moi t'expliquer. Il veut créer des choses pour se frayer les chemins, pour qu'on le dise, qu'on l'appelle, on dit non, mais c'est, écoutez, tu veux quoi? Je veux ça, je veux ça. Hervé, cette histoire de 15 000, la justice est en train d'enquêter là-dessus. Et aujourd'hui, pour votre information, il y a les rapports sur cette histoire de 15 000. Quels sont les rapports en question? Il y a les avancées. Les rapports en train de faire allusion au ministre de l'économie et les conseillers en charge de l'économie du président de la République. On fait aussi allusion au directeur des cabinets du chef de l'État. Vous avez un rapport déjà conçu. Ce sont les avancées dans cette histoire ici. Et aujourd'hui, il y a même des bordereaux, des banques, des Raobank. Il y a même les gens, un certain monsieur répondant au nom de Georges. C'est ces messieurs-là qui partaient récupérer l'argent à chaque fois. Et tous ces éléments-là, ce sont les éléments qu'on peut mettre à la disposition du procureur de la République pour enquêter. Ndaiwel peut annoncer cette marche-là. C'est après les enquêtes, s'il trouve que non, le procureur n'est pas allé jusqu'à la fin avec ses enquêtes,
et le procureur n'a pas produit un travail efficace, c'est là où il peut réfléchir pour dire non, on attendait les résolutions, on attendait les conclusions du procureur et le procureur ne nous a pas produit un travail de titan. Maintenant, là, nous, peuple congolais, parce que nous avons ces droits-là, c'est notre argent. Maintenant, nous descendons dans la rue pour réclamer qu'on nous restitue notre argent. Mais les messieurs veulent aller vite pour faire pression au pouvoir. C'est pour vous dire, il doit se calmer. Il doit se calmer et je suis d'avis avec certains, aujourd'hui de CLC, qui sont en train de contester cette démarche-là. C'est une démarche prématurée. Il ne doit pas se substituer à la justice. Non, attendez un peu, il n'est pas procureur. On parle de la disparition de 15 millions de francs. Mais moi, je n'ignore pas qu'il y a eu disparition. J'ai dit que l'argent a disparu. Maintenant, il y a les avancées, il y a des rapports. On fait allusion à certaines institutions du pays. Attendez. Donnons le temps à la justice d'enquêter là-dessus. On parle de 15 millions disparus. On parle également des juges de la Cour constitutionnelle corrompus. Le CLC décide de descendre dans la rue pour exiger que ces juges corrompus puissent débarquer ou quitter la Cour constitutionnelle. Vous pensez que Ndayouel et le CLC le font parce qu'ils sont frustrés? Hervé, on ne fait pas la pression à la justice lorsque la justice enquête. L'instruction, laissez-moi terminer. C'est interminable. Laissez-moi terminer. Je l'ai dit, si vous me complétez sur cette histoire-là d'enquête interminable. C'est les mêmes procureurs qui ont travaillé. Je vous dis, Hervé, lorsque la justice enquête, nous disons souvent en droit que l'instruction, elle est secrète. L'instruction est secrète. Donc, on doit comprendre que la justice est en train d'enquêter. Ndayouel et ses acolytes doivent s'apaiser. Moi, je l'ai dit, Ndayouel, c'est un frustré. C'est même Ndayouel et je dirais c'est même CLC qui a bougé Kabila. C'est même CLC qui, pendant un moment, a donné un coup de pouce à l'opposition. L'opposition qui, pendant un moment, n'avait plus de stratégie. Le CLC est venu à sa rescousse et aujourd'hui, vous pensez que le CLC, c'est une bande de frustrés. Hervé, moi, vous n'avez pas entendu de ma bouche méconnaître le travail de CLC. Et je ne le ferai jamais parce que j'ai combattu, j'étais aussi dans les marches là. Et moi, j'ai vu Rossi mourir dans mon quartier. Parce que c'est les mêmes Isidore Ndayouel qui lisaient les communiqués, qui comprenez-moi bien, j'ai dit ceci, que la démarche de Ndayouel, c'est une démarche. Ndayouel, Ndayouel, c'est un frustré. Je l'ai dit, Ndayouel doit attendre que la justice. Non, il n'y a pas une contradiction de ma part. Je dis Ndayouel doit attendre que la justice termine avec ses enquêtes. Et qu'aujourd'hui, nous avons des rapports. Il est en train de faire pression à la justice. On ne fait pas pression à la justice lorsque la justice enquête. Lorsque Ndayouel demande au juge de la Cour constitutionnelle de démissionner, est-ce que vous croyez que vous pouvez vous réveiller un bon matin parce que Ndayouel demande au juge de démissionner, le juge démissionne? Si vous avez les éléments de corruption sur ces gens-là, prenez tous ces éléments-là, constituez un dossier de pièces. Donc tout ce qui va donner à la justice. Juge, aujourd'hui, Maître Bazin, vous estimez que c'était du commérage? Non. Hervé, comprenez-moi bien. Les juges de la Cour constitutionnelle ne nous ont pas rendu un bon service. Lorsque nous avons eu ces affaires à la Cour constitutionnelle. Mais vous semblez les protéger et même les défendre sur ces plateaux. Même pas. Et je n'ai pas intérêt à les protéger, j'ai intérêt à dénoncer et j'ai intérêt aussi à faire recadrer certaines choses. Au nom de la solidarité juridique peut-être? Même pas au nom de la solidarité juridique. Moi je suis avocat, j'ai prêté serment de respecter les instances judiciaires, mais je n'ai pas prêté serment pour cautionner le mal. C'est que les juges de la Cour constitutionnelle ont fait, nous avons tous décrié. Si Ndayouel, avec ses acolytes, vous avez un problème personnel avec les professeurs Ndayouel? Je n'ai pas un problème personnel avec lui, mais je suis en train de dénoncer les comportements qu'il est en train d'afficher. Il ne veut pas faire avancer le pays avec ce qu'il a comme idée. Je vous ai dit, suivez bien la démarche de Ndayouel. Suivez bien la démarche de Ndayouel et c'est un frustré. Il a un objectif qu'il a en train de poursuivre. C'est quand même un professeur d'université. Oh, qu'est-ce qu'on dit? On critique un président de la République, c'est même un professeur d'université qu'on ne doit pas critiquer. Il est Dieu. S'il pose les actes qui ne sont pas corrects, donc on doit l'applaudir, on doit dire que c'est un professeur d'université. Nous ne sommes plus encore à cette époque-là où nous étions à l'université, un professeur vous dit, non, après Dieu c'est moi. Non, cher ami, nous avons évolué, nous avons étudié pour ça.
On a étudié pour ça, Hervé. Je pense que tu es passé aussi par les bancs de l'université. Les professeurs, tu n'es pas appelé à avaler tout ce que les professeurs vous disent. Les professeurs d'Aïwel et d'ailleurs de ma faculté. Oui, ici, il est de votre faculté. Donc, tout ce que d'Aïwel vous disait, même s'il disait des mensonges, vous avalez ça parce que c'est un professeur. Ça vient d'un professeur. Même l'évangile de Dieu, il y a ceux qui, les athées aujourd'hui n'avalent pas certaines choses qui sont bibliques. Allez, on va prendre les tout derniers points de cette émission. On nous fait signe qu'on a pratiquement épuisé nos minutes. On va revenir sur cette création de Monseigneur Ambongo comme cardinal. Le président a répondu présent. Plusieurs personnalités de la République se sont également déplacées. Je me rappelle d'un fait, le 24 janvier, si je ne me trompe, lorsque le président a prêté serment, Monseigneur Ambongo était invité, mais il avait répondu qu'une invitation n'était pas une convocation. Il n'a pas répondu présent à cette invitation, mais curieusement, le président est allé au Vatican le jour de sa création comme cardinal. Est-ce qu'on peut dire que les deux hommes ont tourné la page et voient autrement la République démocratique du Congo? Tshisekedi n'est pas conflictuel, allez voir. Et Tshisekedi a une éducation propre à lui. Et moi, je l'ai beaucoup encouragé d'avoir cet esprit de fair play, d'aller répondre à l'invitation de Monseigneur Ambongo. Et laissez-moi vous dire et donner aussi un conseil au cardinal que l'Église a une mission. La mission de l'Église trouve son socle dans les livres de Matthieu, où lorsque le Seigneur nous dit « Allez-y », oui, je suis un chrétien, « Allez-y, enseignez-leur à connaître la vérité, pratiquez cette vérité-là ». Mais Monseigneur Ambongo doit aussi comprendre et faire la part des choses entre l'Église, la politique et le social. L'Église catholique aujourd'hui est en train de jouer un rôle majeur sur le plan social parce que l'Église catholique a ses agences partout qui aident l'État à payer certains enseignants. Vous pensez que le cardinal ne doit pas s'intéresser de la politique? J'en viens. Il a intérêt à rechercher d'abord les âmes. C'est ça la mission de l'Église. Et le cardinal aussi doit comprendre qu'il y a eu la majorité de certains Congolais étaient frustrés lorsqu'il y avait ces échauffourées entre Monseigneur, c'est qui ici, Mosengo et le régime de Kabila. L'Église catholique avait perdu la majorité de ses membres. Mais lui étant le chef spirituel de l'Église catholique en République démocratique du Congo et dans certains pays d'Afrique, il a intérêt d'abord à ramener la paix, à ramener d'abord les catholiques qui étaient dérangés du fait de certains comportements des autorités catholiques. Il a intérêt à ramener d'abord tous ces choses. Laissez-moi terminer. Vous avez parlé ici de l'histoire des CLC. Dans le CLC, il y avait aussi des catholiques, il y avait aussi des gens qui n'étaient pas d'avis avec tout ce que le CLC est tenté de faire. Donc, Monseigneur a d'abord cette charge-là de ramener d'abord tout ce monde-là. Après cela, sur le plan politique, il a aussi intérêt parce que s'il n'y a pas la paix au pays, l'évangile ne peut pas aller de l'avant. Vous voyez, s'il y a la paix au pays, il peut aller circuler dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo parce qu'il y a la paix. Mais s'il ramenait avec lui des problèmes, des conflits dans les chefs de certains politiques, là, les gens ne seront pas à l'aise. Même lui sera en difficulté de faire étendre l'évangile dans la sous-région, même ici dans notre pays, la République démocratique du Congo. Donc, il a intérêt à capitaliser toutes ces choses-là pour amener la paix. Certaines autorités politiques, même dans l'opposition, ont répondu c'est une bonne chose parce que nous avons intérêt à aller honorer ces cardinals. Vous savez, lorsque vous voyez la charpente squelettique de l'Église catholique, pour arriver à cette histoire d'être cardinal, il y a des échelons et des échelons, ce n'est pas moindre. Donc aujourd'hui, c'est une joie, une fierté pour nous Congolais d'avoir des cardinaux. Je ne sais pas si c'est deux ou il y a quatre. Oui. Deux. Il y a un qui est retraité, quatre, oui. Donc c'est une fierté pour nous. Nous pouvons être parmi les pays d'Afrique, nous pouvons être les premiers pays. Donc on doit s'en féliciter pour ça. Et nous avons intérêt aussi à demander au cardinal de conseiller, mais bien sûr de ne pas aussi oublier son rôle. Son rôle, c'est de faire étendre l'évangile dans le monde entier, pas dans la politique. Vous ne trouverez nulle part dans la Bible où on demande à un pasteur de faire la politique. Mais aujourd'hui, c'est nous aujourd'hui, les politiques, avec ces principes ici. Si vous ne vous intéressez pas de la politique s'intéressera de vous. Il y a une question qui taraude un peu mon esprit. Vous avez souvent tendance à interdire aux prélats catholiques de s'intéresser à la politique ou de faire la politique. Mais alors que
Dans le gouvernement Félix, il y a un pasteur qui occupe le ministère, je crois, des sports. Amos Mbaye, pour ne pas les citer. Si vous remontez dans les temps, vous trouverez que même dans les gouvernements Matata, plusieurs gouvernements qui se sont succédés, il y a des pasteurs qui ont pris part dans ces différents gouvernements. Alors, la différence se situe à quel niveau entre les prélats catholiques et les pasteurs qui animent des églises de réveil pour que les catholiques ne puissent pas participer dans les actions politiques et que les pasteurs des églises de réveil, eux, ils peuvent faire la politique. Hervé, je vous demande de bien me saisir et d'écouter ce que je suis en train de dire. Je n'interdis à personne de faire la politique. Mais j'ai fait une nuance entre l'église et la politique. Vous ne trouverez nulle part dans la Bible où on dit les pasteurs doivent être un politique. Mais vous oubliez que les Joseph, tous ces gens... Vous me donnez un exemple d'Amos Mbaye. Moi, je n'interdis pas à mon Seigneur de mettre ses opinions sur la situation politique, sur les situations politiques dans notre pays. C'est un droit légitime que je ne peux pas ravir à mon Seigneur. Mais je le dis qu'il doit faire la part des choses entre pasteurs d'une grande église catholique et la politique aussi. S'il veut se mêler trop dans la politique, il va créer des toyi-boyi, des confusions dans les chefs de certains, et certains vont se retirer, et l'église catholique doit perdre aussi certains fidèles, alors qu'ils ont intérêt à capitaliser les fidèles, à capitaliser les dîmes et les offrandes. Sinon, ils sont en train de perdre tout cela, parce que Monseigneur aussi a un travail à faire. Comme je l'ai dit avec Monseigneur cardinal Mosengo, ils ont perdu trop de fidèles. Avez-vous évalué cela? Non, mais Hervé, ça c'est connu de tous, mon cher ami. C'est connu de tous. Malheureusement, moi j'ignore ça. Malheureusement. Si vous êtes catholique, vous ignorez. Est-ce qu'aujourd'hui, je peux vous poser la question, bien même que les monopoles des questions ne me reviennent pas. Je peux vous poser la question, est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez l'engouement qu'il y avait dans l'État, en 1998, 2000, l'engouement qu'il y avait dans l'église catholique, et cet engouement-là, jusqu'à aujourd'hui, on ne va pas s'éterniser là, Maître Bazin, l'église fait toujours les pleins. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Quel est votre dernier message et si possible, vous allez donner vos coordonnées à tous ceux qui vont chercher peut-être à adhérer dans votre dynamique. Merci beaucoup d'abord pour l'invitation. Le dernier mot, c'est à demander aux Congolais de continuer à faire confiance aux institutions du pays et continuer aussi à faire confiance au président de la République parce que nous voyons la volonté là de faire marcher les choses. Nous voulons que la situation change dans notre pays. Et à demander aussi aux Congolais, partout où ils nous suivent, à dénoncer certains actes, de certains antivaleurs, la corruption, les détournements, partout où ils sont dans les bureaux des autorités, parce que nous sommes déterminés sur ces champs-là. Et demander aussi à nos amis qui veulent adhérer dans la structure, dans la dynamique, les changements, c'est maintenant, qui veulent nous contacter. Notre numéro, c'est 09 97 37 51 51. 09 97 37 51 51. Je suis le coordonnateur de la dynamique, les changements c'est maintenant. C'est un numéro qui est aussi sur WhatsApp. Ils peuvent aussi nous écrire partout. Ils sont en train de nous suivre à travers le monde. Maître Bazin Pembe, merci de répondre à notre invitation. Merci aussi. Merci beaucoup. Ainsi donc prend fin ces nouveaux numéros de votre magazine ActuBuzz. Mesdames et messieurs, nous avons été très heureux de vous les présenter. Et si vous avez aimé cette émission, dites un grand merci à Néhémie qui assure désormais la réalisation, Jacob l'assistant, mais aussi à toute l'équipe de Congo Best TV. Retrouvez-nous très prochainement, partagez nos vidéos. Au revoir et à la prochaine.